Michel, quand il m'a demandé de venir, il m'a dit tu viens pour essayer de prendre un petit peu de distance. Je vais vous prendre une distance chronologique d'abord parce que je vais remonter moi, c'est mon pilier. J'aime bien retourner chez lui, c'est Montesquieu. Ouais, c'est un peu vieux, je sais. Mais l'esprit des lois devrait être sur notre table de chevet à tous parce qu'on y lit certaines choses très très intéressantes et on remonte en fait aux racines de, attention, je vais prononcer un gros mot, du libéralisme, mais le libéralisme dans ce qu'il était au départ et pas ce qu'il est devenu depuis son annexion par certains intérêts privés. Mais déjà, dans ces racines-là, que ce soit Montesquieu ou les théoriciens, les philosophes de l'époque, avaient bien compris la difficulté qu'il y avait à concilier deux formes d'intérêt à la fois indissociables et contradictoires, qui sont d'un côté l'intérêt public et de l'autre côté l'intérêt personnel. Et pour Montesquieu, dans l'esprit des lois, le service public, c'est très clairement un sacrifice personnel et momentané pour garantir par la vertu et non par l'honneur, les trois piliers de la démocratie tels que Montesquieu l'a défini dans l'esprit des lois. Le premier, vous connaissez, c'est liberté, égalité et non. Ça commence par FR aussi, mais la fraternité, c'est un truc de boy scout qu'on a mis parce que ça fait joli sur les frontons des mairies, mais ce que Montesquieu définit comme étant le troisième pilier de la démocratie, c'est la frugalité. Pourquoi ? Parce qu'il est tout à fait conscient que l'égalité, c'est une pétition de principe, c'est-à-dire il le dit bien, enfin la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le dit bien, tous les hommes naissent libres et égaux, mais Montesquieu et quiconque est un peu lucide sait très bien que dans le cours de la vie, dans l'organisation de la société, des inégalités s'installent inévitablement parce que il y a la chance, le hasard, le milieu dans lequel on est, etc. Il y a plein de facteurs qui font que des inégalités vont s'installer et le moyen d'éviter que ces inégalités deviennent trop criantes, c'est que chacun respecte un principe de frugalité, c'est-à-dire qu'on peut être plus gourmand, on peut être plus payé que d'autres, mais dans des limites, dans des limites qui restent raisonnables. Alors, ces piliers donc de la démocratie, donc liberté, égalité, frugalité, se déclinent aussi dans tout ce qui constitue les services publics. On en a déjà égrené beaucoup aujourd'hui. Je ne vais pas faire une liste complète, mais on va en dire en gros la santé, l'éducation, la culture, la sécurité, la mobilité et bien d'autres. Mais je reviens un moment sur la question de la liberté, parce que je pense que c'est peut-être là que le bas blesse le plus. La liberté, c'est aussi ce qui a donné naissance à un autre courant qui n'a plus rien à voir avec le libéralisme tel que nous connaissons aujourd'hui, c'est le courant libertaire, qui est sans doute de tous les mouvements politiques le plus difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur un principe, et on rejoint la question de la difficile conciliation entre l'intérêt privé et l'intérêt personnel, c'est la question de la responsabilité. Pour un libertaire ou pour un anarchiste, enfin, quel que soit le nom que vous donnez à ce mouvement-là, chacun est constamment responsable de son engagement politique et de son engagement citoyen. Il n'est pas possible de déléguer cette responsabilité. C'est pour ça que les anarchistes et les libertariens sont tout à fait opposés à la démocratie parlementaire qui, elle, repose sur le principe de la délégation de sa responsabilité politique à des gens qui, de surcroît, en ont fait leur profession. Et Albert Camus, qui est mon référent absolu, était un libertaire, on le sait peu, mais je crois qu'on ne comprend bien Albert Camus que quand on a cette notion-là en tête, et a bien formulé ce qui fait la clé de cette attitude-là, parce que c'est vraiment une attitude, au terme de sa nouvelle Jonas, qui raconte l'histoire d'un peintre qui se fait bouffer par le succès et qui finit par peindre juste une toile. Il y a juste un mot sur cette toile et la nouvelle finit, on ne savait pas lire s'il était écrit solitaire ou solidaire. Et le rapport ici, c'est d'être à la fois seul
par rapport à sa responsabilité, et en même temps solidaire, parce qu'on est solidaire de tous les autres. Ce sont d'ailleurs mouvements anarchistes qui ont mis en place les principes de la mutuelle, etc. Je reviens sur la question de la liberté. La liberté, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de terriblement effrayant. Les gens ont peur de la liberté parce que justement la liberté, c'est assumer ses responsabilités. La liberté, elle est en jeu dans tous les services publics. On parlait de la prison tout à l'heure, et pas seulement paradoxalement. Vous allez me dire, oui, la liberté, c'est facile de dire que les prisons parlent de liberté parce que c'est une privation de liberté, mais c'est oublier que les trois fonctions de la prison, c'est évidemment punir pour la faute qui a été commise, protéger la société, mais aussi, et troisième fonction qui est totalement oubliée et qui n'est absolument plus mise en place, c'est permettre aux gens de se réinsérer et de retrouver leur place dans la société, donc de retrouver leur liberté et leur responsabilité. Mais au cours de l'histoire, donc, ces principes qui étaient à la base du libéralisme, de trouver un équilibre entre l'intérêt public et l'intérêt personnel, le déséquilibre a été de plus en plus grand et les pères du libéralisme l'ont bien senti, c'est l'intérêt privé, l'intérêt égoïste, l'intérêt personnel qui a pris le dessus, et la frugalité a été jetée dans la poubelle parce que ça n'intéresse personne d'être frugal. Quand on est riche, on veut toujours être plus riche. Le premier service public, finalement, ça devrait peut-être être la politique. La politique dans la manière dont Montesquieu le définit, c'est-à-dire un service que l'on assume, mais pas une profession que l'on exerce, et encore moins un droit héréditaire que l'on se passe de Louis en Charles. Ou d'autres. Hein, ou d'autres, ils ne sont pas les seuls. Hein. La professionnalisation de la politique est certainement une des plus graves atteintes à la qualité et au respect à la fois de la démocratie et du service public. J'ai un jour très naïvement dans un débat posé, je pensais avoir trouvé une question très impertinente à des politiques et je leur ai demandé, ils étaient là, et j'ai dit « Qu'est-ce que vous ferez dans 10 ans ?» Et tous, la main sur le cœur, ont dit « Dans 10 ans, je fais tout autre chose. Je ne serai plus dans la politique, je ne serai pas là. » Je me suis rendu compte que j'étais vraiment con avec ma question. La question que j'aurais dû leur poser, c'était « Qu'est-ce que vous faisiez il y a 10 ans ?» Et là, la réponse aurait été plus intéressante. Parler de services publics minimum, je pense, est une absurdité complète. Un service public devrait toujours être maximum. Il n'y a pas de minimum à un service public. C'est-à-dire, on va vous soigner, mais un petit peu, quoi. On va juste vous donner des aspirines, parce que voilà, c'est le service santé minimum. Et l'idée même de service public minimum est, bien entendu, une idée qui ne sort pas de nulle part. C'est une idée qui est dans l'arsenal d'une privatisation accrue de la société et donc des services publics, et qui est une manière qui rejoint ce à quoi on assiste et que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la criminalisation du mouvement social. Le mouvement social est criminel. Quand quelqu'un dans un hôpital meurt parce qu'il y avait des grèves qui bloquaient l'autoroute, on va dire que c'est à cause des grévistes que cette personne est morte à l'hôpital, alors que c'est peut-être d'abord et avant tout parce que les dépenses ont été restreintes et qu'il n'y a pas suffisamment de médecins sur place pour assurer de véritables urgences. Tous les jours, dans les hôpitaux, des gens meurent parce que les médecins qui sont appelés sont bloqués dans des embouteillages tout à fait normaux qui ne sont pas provoqués par des grèves. Donc ça n'est absolument pas dû aux mouvements sociaux. Et c'est vrai que quand il y a des grèves dans les trains, les gens râlent, et ils ont raison de râler. Ce qu'il faudrait leur faire prendre conscience, c'est que ce n'est pas sur les cheminots qu'ils doivent râler, c'est sur le gouvernement qui est responsable et qui est finalement le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Mais on est donc dans cette logique de privatisation, de rentabilité du service public, mais une rentabilité qui est strictement économique, et qui s'accompagne d'un discrédit général du fonctionnaire. Le fonctionnaire, c'est vraiment
l'homme à abattre. Alors pour l'instant, au niveau national, ça va, on s'en sort encore, mais le fonctionnaire qui est vraiment l'homme à tuer, c'est le fonctionnaire européen, mais ça va arriver chez nous aussi, alors que plus de 60% de la population est fonctionnaire. Je suis fonctionnaire, je suis professeur à l'université, je suis fonctionnaire, et je suis quand même assez content de l'être, parce que j'ai l'impression qu'en tant que fonctionnaire, j'aide à ce que le pays fonctionne. Le service public est juste 2-3 exemples de combien le service public est crucial et ne devrait surtout pas être laissé dans les mains du privé. C'est que si on continue dans cette voie-là, dans quelques années, il ne faudra pas beaucoup d'années, la gestion des personnes âgées aura comme outil principal des formes sans doute très soft d'euthanasie qui seront appliquées discrètement aux personnes qui ne seront plus capables de payer les soins dont ils ont besoin parce que la société n'aura plus envie de les payer non plus. La gestion de l'eau aussi. Alors chez nous, ça va, il pleut beaucoup. Enfin, encore, il faut traiter l'eau. Mais l'eau ne devrait absolument pas être donnée à des sociétés privées qui font de l'argent dessus. Idem pour les déchets. Alors, on a beaucoup parlé de est-ce que toute autre chose et d'autres mouvements citoyens sont de droite ou de gauche. Je pense que moi, personnellement, je suis convaincu que ce débat-là n'a plus beaucoup d'intérêt. Et je sais que quand on dit ça, souvent les gens... On dit ceux qui disent que la distinction droite et gauche n'a plus d'intérêt sont des gens de droite. Ben zut, vous avez qu'à aller voir sur le site du soir. Chaque semaine, je me fais injurier comme étant un bobo de gauche. Donc, j'assume. Je ne suis pas de droite. Pardon ? Mais c'est toi qui as écrit ça un jour. Que quoi ? Que j'étais un bobo de gauche ? Non. Non, moi, je pense que je reviens à cette idée de responsabilité que j'ai évoquée au début. Je pense que ce n'est pas une distinction horizontale qui est importante, c'est une distinction verticale. L'organisation de la société, notre rôle dans la société, c'est entre le haut et le bas. Le bas, c'est la force d'attraction de l'intérêt privé, de l'intérêt égoïste. C'est mon intérêt à moi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une grève générale est impossible parce qu'on va d'abord penser à son intérêt à soi. Le haut, évidemment, c'est être capable de faire passer son intérêt individuel après l'intérêt collectif. C'est pas évident d'assumer cette responsabilité. C'est pas évident de lutter contre la privatisation et de pouvoir aussi répondre à certains arguments, comme lorsque vous défendez l'impérative nécessité d'accueillir les migrants. Vous lisez dans les forums, ah ouais, c'est ça, il dit ça, mais combien en a-t-il accueilli chez lui ? Eh bien non. Combien en a-t-il accueilli chez lui ? C'est aussi une forme larvée de privatisation du service public. Ce n'est pas à moi, en tant que citoyen, d'accueillir 1, 2 ou 3 réfugiés chez moi. C'est à la société à laquelle je participe, à laquelle je contribue, qui doit assumer ses responsabilités. Mais, et je finirai là-dessus, comment peut-on faire pour relancer les services publics, pour leur redonner leur dignité, leur importance première dans la société, sans pour autant, parce que la question a été évoquée, sans pour autant accroître la dette et creuser le déficit. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas économiste. Je me dis peut-être simplement, avec toute la naïveté d'un bobo de gauche, qu'il y a peut-être moyen de calculer autrement la rentabilité du service public. À partir du moment où effectivement on compartimente et où on demande à chaque secteur d'être rentable en interne, là évidemment c'est foutu. Mais si on calcule ce que ça fait gagner en santé, en cohésion sociale, en sécurité, le fait qu'un facteur puisse s'arrêter chez des petits vieux isolés et prendre même un verre de Péquet avec eux, pourquoi pas, ça fait marcher l'économie du Péquet aussi, et leur donner un peu de présence, et puis se rendre compte si ces gens-là sont malades ou s'ils ont des problèmes, et donc alerter les autres, c'est fondamental. Et c'est la rentabilité, vous savez, moi je suis dans le domaine culturel, la culture c'est aussi un service public. Tout euro investi dans la culture par les pouvoirs publics génère beaucoup plus de bénéfices pour l'ensemble de la collectivité. Voilà, je pense que je suis resté dans les 15 minutes. Voilà.